Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 11 de Parlons Constitution. Donc on y va, on résume tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est le principe des points d'étape. Alors, pour les aspects généraux de cette nouvelle constitution, on en avait bien sûr déjà parlé dans les autres points d'étape, mais on va revoir encore une fois tout ceci. Alors pour moi, la constitution, c'est pour un État, la constitution doit être écrite, et l'objectif de Parlons Constitution, mon objectif dans cette constitution, dans cette création de constitution, c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Ça devrait, selon moi, aussi être l'objectif de l'État. C'est un État unitaire, décentralisé et déconcentré, mais je suis favorable à envisager plus d'autonomie. La souveraineté, pour moi, doit être nationale, et elle appartient au peuple, même si bien sûr, souveraineté populaire et souveraineté nationale, ce sont deux choses bien différentes. Ici, on est dans le cadre de la souveraineté nationale qui est plus que le peuple, je le rappelle. Il faut aussi trouver l'équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs. Concernant la hiérarchie des normes, pour moi, c'est le constitutionnalisme, c'est-à-dire que le bloc de constitutionnalité est en haut, au-dessus des autres blocs, c'est-à-dire des blocs de conventionnalité, de légalité et réglementaire. Enfin, la constitution est dépendante du contexte, et oui, mais attention, pour moi, il y a un postulat, c'est qu'il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, afin de réaliser tel objectif. Parce que si bien sûr je ne crois pas en ce postulat, pourquoi est-ce que je ferais Parlons Constitution, pourquoi est-ce que je rechercherais une constitution qui soit meilleure que celle actuelle, notamment en France ? Quel type de régime alors pour Parlons Constitution ? Pour cette constitution, eh bien c'est à former, mais il y a plusieurs inspirations qui sont possibles, ce sont mes inspirations, donc la République, régime directorial, oligarchie élective, aristocratie, épistocratie, méritocratie, technocratie, dictature, stococratie, polyarchie, démocratie libérale, représentative, délibérative, directe et semi-directe. Maintenant qu'on a vu les aspects généraux, on va revenir sur la garantie des droits fondamentaux. Il faut garantir des libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives. Je renvoie aux autoritarismes et totalitarismes du XXe siècle, et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Pour moi, il faut aussi faire attention du coup au risque de nomocratie constitutionnelle ou de constituant législateur. Et aussi, je rejette le droit naturel. En fait, il n'est pas fondé selon moi, et donc les droits fondamentaux doivent être constitutionnels, mais pas supra-constitutionnels. Évidemment, si un jour on arrive à prouver des droits qui seraient naturels, pourquoi pas revenir sur cet avis et considérer la possibilité de droits naturels, mais pour l'instant, selon moi, selon ce que j'en sais, les droits naturels, c'est disons un concept qui ne devrait pas vraiment exister, qui en tout cas ne me convient pas. On va en rester là, je vous invite à aller revoir l'épisode qui concerne ce sujet-là pour plus de détails. Alors, voici la procédure de révision fondamentale, c'est celle qui pour moi devrait permettre dans cette constitution de réviser les droits fondamentaux. Donc il y a une majorité qualifiée du peuple, c'est la même initiative que la révision constitutionnelle, donc ça on le verra beaucoup plus tard, le suffrage universel, direct, individuel, égal et secret et de rigueur. Les conditions de recevabilité sont le caractère général, impersonnel et bénéfique pour l'individu, et il y a une limite du nombre d'articles modifiables, les détails sont bien sûr dans l'épisode 17. Quel droit garantir ? C'est au peuple de décider via cette procédure de révision fondamentale, même si ils sont aidés pour leur défense de leurs droits fondamentaux par le juge constitutionnel et le juge administratif dans une certaine mesure, qui sont là pour garantir le respect des libertés et droits fondamentaux notamment. Bien, maintenant passons aux conditions pour être citoyen. Pour être un citoyen passif, il faut avoir la nationalité française, être majeur, sans interdiction ou incapacité d'exercice des droits civiques. Pour devenir citoyen actif, c'est donc des droits supplémentaires, d'autres droits, c'est un autre statut. Il faut être citoyen bien sûr, et avoir aussi un intérêt pour le politique, qu'on obtient en passant le test de l'intérêt pour le politique, qui est en fait une espèce de QCM parmi une liste de questions prédéfinies. Les tests, les questions et réponses sont accessibles gratuitement en mairie ou salle communale. Une éducation de base est aussi de rigueur, c'est important qu'il y ait ça dans la société pour permettre à chacun de pouvoir comprendre, lire, écrire, pouvoir en fait répondre au QCM. La réussite à ce test permet l'obtention de l'attestation temporaire, et donc permet de devenir citoyen actif. Qui décide de ces questions? C'est la commission du test de l'intérêt pour le politique qui crée, puis révise les questions, réponses et explications du test. Elle est composée du président de la Cour constitutionnelle, de 5 juristes, 5 philosophes, 5 politistes, 5 historiens et un scientifique de chaque domaine scientifique tiré au sort. Elle se réunit tous les 5 ans pendant 1 an. Ces décisions sont prises à l'unanimité. Un RIC spécifique permet de dissoudre la commission, sauf son président, et un RICA, donc un référendum d'initiative citoyenne active, permet d'abroger des questions du test de l'intérêt pour le politique. Passons maintenant au pouvoir législatif.
Le pouvoir législatif se résume dans ce tableau dans ma vision politique constitutionnelle. Je ne vais pas tout relire ici, je vous invite à regarder, à mettre sur pause pour revenir sur les détails, mais on va continuer parce qu'on l'a déjà bien assez revu. Et ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a une primauté de la loi unanime qui est votée par la Chambre des Sages sur la loi ordinaire qui est, elle, votée par l'Assemblée nationale. Elles ne peuvent être changées que par la Chambre des Sages, ces lois unanimes principales ou éminentes. Sauf en cas d'exception. L'exception, c'est la situation exceptionnelle. Les procédures sont dans l'épisode 23. Aussi, il est important de rappeler que des travaux communs existent entre ces différentes chambres, entre l'Assemblée nationale, la Chambre des sages, et aussi avec le Conseil scientifique, dont la commission de conformation des lois aux connaissances scientifiques. Bien, maintenant qu'on a vu ça, je rappelle juste, l'Assemblée nationale est élue pour moitié avec la méthode Borda par circonscription et l'autre moitié avec une proportionnelle. Donc je rappelle juste très rapidement ici ce que sont la méthode Borda. Donc ici on voit des bulletins types pour un vote à la méthode Borda, et je rappelle que pour moi elle doit être modifiée, c'est-à-dire que le non-classement soit sanctionné. Comme j'ai réexpliqué ce schéma dans un épisode récent, je ne vais pas ici le réexpliquer encore une fois. Je vous invite à, si vous ne comprenez pas, à mettre en pause, à bien regarder pour essayer de comprendre, ou sinon à aller voir les épisodes qui sont concernés. Donc c'est le dernier épisode, l'épisode 44, où je réexplique, ou sinon directement l'épisode sur la nomination des membres des chambres, sur comment est-ce que sont choisis les membres des chambres. Mais bref, c'est un point d'étape, on n'est pas là pour détailler. Je rappelle également que c'est que la représentation proportionnelle à scrutin de liste a la plus forte moyenne, donc selon la méthode de Jefferson, donc ici, avec ce graphisme qui est en fait un exemple, avec la moitié des députés de l'Assemblée nationale, si on prend le chiffre actuel, donc ça nous fait 289 sièges à pourvoir, et on imagine 100 000 suffrages exprimés pour simplifier, et voici, si on remplit les différentes voix en pourcentage, donc pour ces différentes listes, ce que ça donnerait à l'Assemblée nationale. Mais on continue, on va passer à l'élaboration de la loi, parce que ce pouvoir législatif, il fait la loi, selon une certaine procédure qu'on ne va pas détailler. Ici, c'est pour l'adoption d'une loi, même si ça dépend du type de loi, les détails, bien sûr, sont dans les épisodes 26 et 27, et aussi, il y a l'exception des ordonnances qu'on a vu à l'épisode 33, mais que je ne vais pas développer ici encore une fois. Donc, on commence par l'initiative. Évidemment, l'initiative peut être celle du gouvernement, ou celle des membres de la Chambre. Mais elle peut aussi être citoyenne, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui vont directement proposer une loi. Ensuite, l'avis du Conseil d'État est possible, mais il est plus large qu'actuellement, c'est-à-dire que plus de personnes, il y a plus de possibilités de demander un avis du Conseil d'État. Pour les projets de loi, c'est obligatoire, et il y a aussi l'obligation d'étude d'impact. Le dépôt au Parlement ensuite est donc effectué, il est bien effectué, et il y a un délai avant la discussion en séance. La fixation de l'ordre du jour de cette proposition, ou de ce projet de loi, va être effectuée, et bien sûr, on avait vu aussi les questions au gouvernement et les niches parlementaires. Enfin, il y a le travail des commissions permanentes, ou spéciales, la limite du nombre de commissions permanentes est plus haute qu'actuellement. Les amendements éventuels sont ainsi déposés, avec bien sûr toutes les conditions de recevabilité, notamment la recevabilité lien, ou d'irrecevabilité avec l'irrecevabilité financière. La suppression du vote bloqué, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il faut supprimer le vote bloqué. L'article 44, alinéa 3, pour moi, n'est pas à garder. Il faudrait le supprimer de la Constitution française, parce que bien sûr, on s'appuie, pour parler de Constitution, sur la Constitution française, puisque je suis moi-même français. Enfin, le 49.3, pour moi, devrait être gardé une fois par session à l'Assemblée nationale, même s'il est toujours possible pour les projets de loi de finances, etc., etc., et le temps pour la motion de censure est multiplié par 2 et revient donc à 48 heures. Enfin, les discussions en séance sont possibles et les nouvelles procédures de vote en commission et séance ont été vues dans l'épisode 27. Il peut y avoir des éventuels préavis de veto ou veto scientifique au cours de cette procédure, et aussi on avait vu les procédures de levée de non-conformité et d'urgence pour lever ces préavis de veto ou veto scientifiques qui sont bien sûr des procédures spéciales. On a ensuite l'adoption ou le rejet, donc par des votes, de cette proposition ou de ce projet de loi. Les règles et conditions pour le dernier mot, pour la loi organique, sont différentes, il y en a des différentes, et je vous invite à aller voir l'épisode 26 pour plus de détails. On ne peut pas revenir sur tout ici, bien sûr. La promulgation par le président de la République et les contreseins arrivent après l'adoption s'il y a adoption, et aussi la publication au journal officiel de la République française qui va ainsi permettre l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'appliquer. Passons maintenant au gouvernement et au président de la République. Le gouvernement, dans Parlons Constitution, dans ma vision politique, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un gouvernement qui dirige l'administration, la diplomatie, la force publique et militaire, et met en œuvre la politique de la nation, les lois et les politiques publiques. Il serait composé de différents membres qui sont nommés, les directeurs, les ministres délégués, les secrétaires d'État, les hauts commissaires. Et il n'y a pas de hiérarchie entre eux, du moins juridiquement. Alors, les chefs du gouvernement, ce sont pour moi 3 directeurs,
qui sont nommés par le président de la République, qui dirige et coordonne les actions du gouvernement. Ces directeurs proposent les ministres à nommer au président de la République. C'est une compétence du président de la République, il est obligé de nommer les ministres qui sont proposés par les directeurs. Et les 3 directeurs président le gouvernement à tour de rôle selon une rotation mensuellement égale chaque année. Le gouvernement est donc le réel pouvoir exécutif comme dans les régimes parlementaires. Concernant le président de la République, alors les détails sont dans les épisodes 29 et 30, je ne peux pas revenir sur tout, je vais arrêter de le répéter parce que ça va devenir usant, n'est-ce pas? L'élection, c'est comme ça qu'il est nommé, qu'il est choisi, donc il est élu par la méthode Borda modifiée comme pour la moitié des députés, donc des membres de l'Assemblée nationale. Il est élu par tous les citoyens, donc pas les citoyens actifs, mais par tous les citoyens. Il peut, par contre, être révoqué, oui, lui peut être révoqué, renversé par un référendum d'initiative citoyenne révocatoire à la majorité absolue des citoyens. Son rôle, c'est d'être un chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. Aussi, il ne peut qu'assister au Conseil des ministres sans parler. C'est également un arbitre militaire, ce n'est plus vraiment un décideur, mais il reste quand même un arbitre dans les discussions au sommet du pouvoir entre les différents acteurs, c'est-à-dire directeurs, ministres des armées, et aussi tout ce qui concerne l'état-major en fait. Également, il garde un pouvoir important qui est celui d'autoriser le feu nucléaire après consultation de l'état-major. Passons maintenant à la responsabilité politique de tout ce beau monde, du gouvernement notamment, de l'exécutif. Alors, c'est une responsabilité politique collégiale du gouvernement devant le Parlement, mais le gouvernement n'est pas responsable devant le président de la République. C'est donc un régime moniste. Il y a 3 procédures de mise en cause devant ou par l'Assemblée nationale. La première procédure, c'est la déclaration d'une politique générale avec question de confiance facultative. Question de confiance est facultative, et la déclaration de politique générale est facultative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir déclaration de politique générale sans question de confiance, et il peut y avoir rien de tout ça. Ni l'un, ni l'autre, c'est possible. Tout ceci est facultatif, et c'est le gouvernement qui décide de faire une déclaration de politique générale avec ou sans question de confiance. Aussi, il y a le 49.3, donc qui est déclenché par le gouvernement aussi. L'adoption de la loi est automatique, sauf s'il y a une motion de censure qui est votée dans les 48 heures, comme je l'ai dit précédemment. Enfin, la motion de censure, qui ne doit pas être une motion de censure constructive, le président de la République l'autorise ou la refuse. C'est-à-dire que même si l'Assemblée nationale vote une motion de censure pour renverser le gouvernement, le président de la République peut décider de la refuser. Attention, il peut que dans ce cadre-là, s'il y a eu un 49.3 et qu'une motion de censure est votée, le gouvernement est bien renversé. Le président de la République n'a pas à donner son avis dans ce cadre-là, dans le cadre du 49.3. De façon plus large, le Parlement contrôle les actions du gouvernement. La Chambre des sages, bien sûr, l'Assemblée nationale aussi, et même surtout, dont des moyens d'enquête. Le président de la République est irresponsable politiquement devant le Parlement ou le gouvernement, car c'est pour conserver son indépendance. Mais il est responsable devant les citoyens qui l'élisent et peuvent le révoquer. Concernant la dissolution parlementaire, pour moi il doit toujours exister cette possibilité, mais ce n'est que pour l'Assemblée nationale, s'il y a des abus de pouvoir, de la compétence, des blocages, etc., etc., et c'est une demande qui est effectuée par les directeurs, et le président de la République l'autorise ou la refuse. On va passer maintenant au pouvoir judiciaire. Alors quels sont les rôles du pouvoir judiciaire? C'est de faire appliquer, respecter la loi, c'est aussi de sanctionner son non-respect, c'est encore de résoudre les conflits, de trancher les litiges, mais aussi de protéger les plus fragiles, les plus vulnérables, et enfin de maintenir la paix sociale, maintenir la société. Alors aussi, on peut ajouter à cela la protection des libertés individuelles comme c'est déjà prévu actuellement dans la Constitution à l'article 66. Quand je dis dans la Constitution, c'est dans la Constitution de la 5e République. Le pouvoir judiciaire, comment est-il désigné? En fait, ce sont des juges professionnels qui deviennent juges par concours. Il est aussi important de conserver leur indépendance, de garantir leur indépendance, notamment avec un statut protecteur, et de faire respecter l'état de droit. Donc il y a de nombreux principes de la justice qu'on avait vus dans l'épisode 41. Ces juges, même s'ils passent un concours, ils sont en fait nommés officiellement, et surtout pour les plus hauts postes où il y a des choix qui peuvent être opérés. Par qui? Par un organe indépendant mixte composé à un tiers de membres du pouvoir judiciaire, ou du pouvoir administratif, mais bref, qui sont des juges, un tiers de politique et un tiers populaire. Pourquoi je distingue ici, j'ai buté un peu sur le pouvoir judiciaire, c'est parce qu'il y a aussi un ordre administratif, mais on va y revenir juste après. Alors il y a une exception, c'est pour la cour d'assises, puisqu'il y a aussi un juré qui est tiré au sort, donc ici c'est pour l'importance du consentement populaire. Et comme je le disais, l'ordre administratif existe et il y a des règles singulières mais pleinement indépendants,
et il se différencie de l'ordre judiciaire, même si au-dessus, quand je dis un tiers des membres de l'organe indépendant mixte et judiciaire, ça ne veut pas dire de l'ordre judiciaire, mais de toutes les institutions juridiques, judiciaires, donc les juges de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Finissons-en avec les référendums, puisqu'après on aura un petit résumé de fin pour ce point d'étape. Alors, les référendums sont-ils en contradiction avec le mandat impératif? On avait dit que oui, mais pour moi, une conciliation est quand même possible. Comment la nation, en fait, délègue différents rôles ou pouvoirs au peuple, Parlement, etc. Le peuple et le Parlement ne doivent pas se marcher dessus, donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que des pouvoirs de l'un n'empiètent pas sur l'autre, à ce que l'un n'annule pas la décision de l'autre. Et il faut aussi éviter les référendums non décisoires. Voici un tableau récapitulatif de l'ensemble des référendums. Ou plutôt, de mes choix concernant les référendums, car je dis aussi ceux que je décide de ne pas conserver, ou de ne pas appliquer, en fait, plutôt. Je vous invite à le lire, je dis dans ce tableau lesquels je garde, pour lesquels il doit pas y en avoir, c'est-à-dire par exemple des référendums abrogatifs, pour moi c'est non, le peuple ne peut pas contredire les juges, le gouvernement ou le parlement, sauf pour ce qui est des questions du test de l'intérêt pour le politique. Enfin, dernière chose, est-ce qu'il y a possibilité de référendum avec plus de 2 choix? Pour moi oui, c'est possible, pourquoi pas, mais avec des conditions assez strictes, des conditions strictes que j'ai définies dans l'épisode 44. Après ce point d'étape, nous allons résumer ce point d'étape. Et oui, on va résumer le résumé. Alors ici, ça reprend l'ensemble de la Constitution, en tout cas de façon assez simplifiée et résumée. On retrouve les différents organes que j'ai présentés au cours de cette série, sauf le pouvoir judiciaire, à part la Cour constitutionnelle, parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre sur ce schéma qui est censé résumer et simplifier. On retrouve par contre les différents pouvoirs importants, c'est-à-dire le test de l'intérêt pour le politique, le fait que pour devenir citoyen actif, il faut passer ce test, le fait que les citoyens passifs puissent dissoudre la commission du test de l'intérêt pour le politique avec un RIC, que les citoyens actifs puissent abroger des questions du test de l'intérêt pour le politique. Aussi, on retrouve la procédure de révision fondamentale, donc pour les droits fondamentaux, le fait que la Cour constitutionnelle protège la Constitution, etc., etc., donc l'élection et la proposition des lois ou d'amendements par les citoyens actifs, l'élection et la possibilité de révocation par RIC du président de la République, donc élection par les citoyens passifs, on retrouve la nomination des directeurs par le président de la République, les directeurs qui proposent les ministres, le président qui est obligé de les nommer, et on retrouve le veto scientifique, le contrôle de la Cour constitutionnelle sur les différentes procédures au sein du Parlement, le contrôle du Parlement sur le gouvernement, le pouvoir de dissolution des directeurs sur l'Assemblée nationale, avec bien sûr la validation du président de la République pour que ce soit possible, donc le président qui peut valider ou refuser cette procédure. Bref, il y a beaucoup de choses, j'ai essayé de regrouper tout ça ici d'une façon synthétique, même s'il en manque parce qu'on ne peut pas tout dire, tout comme ce point d'étape est en fait peu de choses par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début de cette série, et encore, nous ne sommes pas à la fin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce point d'étape numéro 11, et à la prochaine pour la suite de Parlons Constitution.